Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du mardi 12 décembre 2023. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour, à 4 jours de l'investiture du président de la République, les organisateurs sont déjà prêts. Le maintien de la sécurité sera également strict ce jour et presque toutes les invitations ont été distribuées. Donc, il n'y a pas de distinction entre les personnes invitées et il y aura aussi des chefs d'État étrangers qui viendront ou enverront des représentants. Reportage de Mirvoulat Sferen et Braz Denilson. La cérémonie d'investiture du président de la République, le 16 décembre, au stade Barry Mamas, sera divisée en deux parties. Dans la matinée aura lieu la cérémonie d'État, où se tiendra l'audience solennelle, la cérémonie d'investiture du président de la République, élu au premier tour de l'élection, tenue le 16 novembre dernier, assistée par la Haute Cour constitutionnelle, ainsi que la cérémonie de remise de la Grande Croix de première classe au président Andraduel, suivie d'une cérémonie militaire en tant que commandant suprême des forces armées de la République. L'après-midi aura lieu un grand événement culturel avec le peuple malagasy qui se terminera par un grand feu d'artifice. Les 5 portails du stade Barry Mamas ouvriront à 6 h du matin et des tickets pour participer à la grande tombola sera distribués à l'entrée. De superbes lots seront distribués à ceux qui auront la chance d'être tirés au sort, comme des logements au sein de la nouvelle ville, ou des terrains et bien d'autres. Afin de coordonner l'entrée du stade et d'éviter d'éventuels accidents, les organisateurs invitent chacun à venir le plus tôt possible. À noter que l'entrée au stade Barré est gratuite et qu'il y a déjà des nourritures qui sont mises en vente à l'intérieur du stade. Il est également possible d'apporter de la nourriture, mais il est interdit d'apporter des objets pointus. Les forces de l'ordre seront strictes ce jour-là, le 16 décembre, pour honorer ce moment important. L'état-major opérationnel mixte national, ou EMONAT, a prévenu que ceux qui tentent de semer le trouble, qu'ils ne toléreront aucune perturbation. Selon les organisateurs, toutes les invitations ont été déjà distribuées et aucune distinction n'a été faite car il s'agit d'une fête pour tous les Malagasy. Des présidents étrangers ou leurs représentants viendront assister à la cérémonie de prestation de serment du président Andraduel ce samedi. Ensuite, la communauté royale de Madagascar, regroupant les Apanzak et les Oulbé, a confirmé aujourd'hui sa volonté de travailler avec le gouvernement et le président Andraduel pour les 5 prochaines années. Les membres de cette communauté ont déclaré que semer le trouble n'est plus nécessaire, mais que la stabilité et la paix devraient toujours être maintenues pour le développement du pays. Ils ont également appelé la population malagasy à assister à la cérémonie d'investiture du président Andraduel le samedi 16 décembre. Reportage. Le président Andraduel est un président qui prend les valeurs malagasy et toujours à l'écoute des notables ou Oulubé du pays. La preuve en est le fait qu'il a réuni les Oulubé et les rois de tout Madagascar au sein d'une seule communauté, qui est la communauté royale de Madagascar. Le président Andraduel n'a toujours fait preuve d'exemple pour la population dans ses gestes et actions, en maintenant toujours le Fiavanan. C'est la raison pour laquelle ils ont confirmé leur volonté de travailler à nouveau avec le président Andraduel pour les 5 prochaines années. Selon eux, la stabilité et la paix doivent être établies à partir de maintenant. Les troubles ne sont plus nécessaires car ils ne mènent nulle part. Nous devons nous concentrer davantage sur la mise en œuvre de la vision fixée par le président Madagascar Atsmetsmanjous. Madagascar doit se développer. Ces Oulbé ont également exhorté la population malagasy à venir soutenir le président Andraduel lors de la cérémonie d'investiture qui se tiendra samedi 16 décembre au stade Barry Mamas. Passons maintenant dans un tout autre sujet. En raison de l'augmentation du nombre de menaces, la gendarmerie nationale a élaboré un plan pour augmenter l'effectif de gendarmes en activité. Le groupement de sécurité et d'intervention spéciale, ou G6-IVAT, est devenu actuellement un groupement de force. Le lieutenant-colonel Rifrangianirin, diplômé de la 31e promotion de l'Académie militaire, a été nommé pour diriger ce groupement du G6, qui est composé de 3 compagnies, à savoir la Direction spéciale des urgences, la Compagnie de la sécurité et défense et la Compagnie soutien et renseignement.
La cérémonie militaire de remise du drapeau du G6 et de présentation des nouveaux commandants des 3 nouvelles compagnies, ainsi que les compagnies chargées de l'instauration de la paix intérieure, du centre de promotion, de formation et de commandement Sinophile et le centre de sécurité s'est tenu ce lundi à Ivat, tout sous le commandement du commandant du centre de formation spéciale ou CFS. Étant donné le retour de l'insécurité dans le district d'Ankazbe depuis 3 mois, le général Rakut Njasaka Anj, commandant de la gendarmerie nationale, ne s'est pas contenté de recevoir des rapports ou de donner des ordres. Il a effectué une descente sur place dimanche dernier. Il a mis en place une stratégie avec les gendarmes et les militaires qui collaborent dans cette lutte contre l'instabilité dans le district d'Ankazbe. Le commandant de la gendarmerie nationale a également rassemblé les hauts responsables de l'État. Reportage de Mervoulet Sferen. L'insécurité et les kidnappings sont de nouveau en recrudescence dans le district d'Ankazbe. Jusqu'à dimanche dernier, 8 civils sont détenus par les bandits. Les habitants vivent constamment dans la peur et craignent de ne pas pouvoir profiter en toute tranquillité des prochaines fêtes. Les forces de l'ordre mènent désormais une enquête approfondie et font des patrouilles jour et nuit dans la commune d'Ankazbe et ses environs. Le commandant de la gendarmerie nationale a affirmé le retour de la sécurité dans un court laps de temps et fera en sorte d'éradiquer cette question de kidnapping. L'objectif est de sauver la vie des otages et d'arrêter les responsables. Dimanche dernier, la délégation conduite par le commandant de la gendarmerie a inspecté la commune rurale de Mavel, qui a été le théâtre d'enlèvement. Il s'est adressé directement à la population et a reçu leurs doléances. Le général Anj Rakut Njazak a appelé tout le monde à collaborer pour mettre fin à l'insécurité. Ensuite, le gouvernement utilisera désormais les nouvelles technologies pour stocker les informations sur les dossiers fonciers et améliorer les procédures au sein du service foncier. Cela permettra également d'éviter les problèmes causés par les livres déchirés, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. La Banque mondiale financera Madagascar dans la réalisation de ce projet et à cet effet, 291 communes ont reçu aujourd'hui des matériels informatiques pour stocker et faciliter la communication avec le ministère central dans la gestion de leurs cartes foncières. Andone Martina sur les images de Nzar Hadjiansu. Un financement de 5 millions de dollars a été déjà accordé par la Banque mondiale à Madagascar pour mener des réformes dans le secteur foncier. Cela inclut l'accès à l'utilisation des nouvelles technologies pour stocker les données et tous les dossiers du service foncier afin d'éviter les problèmes dus aux livres déchirés. Par ailleurs, la distribution de cartes foncières aux agriculteurs est actuellement en plein essor, de sorte que les acteurs des BIF ou Brawifuto-Nifananantan seront plus professionnels dans l'exercice de leurs activités en utilisant également des outils informatiques. 291 communes ont reçu aujourd'hui des matériels informatiques, des équipements qui permettent aux communes de communiquer facilement avec le bureau foncier de la région. Résoudre les problèmes de cartes foncières n'est plus difficile. Ce sera simple, facile, proche de la population et Manara Bench à partir de maintenant, déclare le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. Plus d'1 million de personnes ont reçu des cartes foncières jusqu'à présent. Les travaux se poursuivront et le gouvernement améliore constamment son fonctionnement, a déclaré aujourd'hui le ministre de tutelle lors de la présentation de ces outils aux maires. Dans le cadre de cette amélioration, les ingénieurs géomètres de Mahdzang procèdent actuellement à l'approbation de manuels de procédure qui rendra plus efficaces les procédures de mise en œuvre du PLOF ou plan local d'occupation foncière. Le centre de réhabilitation des mineurs délinquants situé à Manchsou, à Nousial, célèbre aujourd'hui ses 120 années d'existence. Les mineurs qui y sont détenus sont passés devant les juges des mineurs. L'objectif de ce centre est de rééduquer et de les réinsérer dans la société. La famille du ministère de la Justice, conduite par la ministre, est venue ce jour leur apporter de l'aide. Routzkizad Lerakut Malal et Hassan Khafan Sanaji. 78 garçons âgés de 8 à 17 ans sont éduqués au centre de réhabilitation des enfants mineurs au Fuktani Manchsou, commune d'Anousial, district d'Ambujachim. Certains d'entre eux ont commis des délits, raison pour laquelle le juge pour enfants de première instance les a placés ici.
Parmi ces mineurs également, 33 sont des cas sociaux. Le centre a été ouvert en 1903. Il servait de prison pour les enfants des Golans ayant commis des délits. Puis, il fut utilisé comme prison pour femmes après l'incendie de la prison d'Andanmour. À l'époque coloniale, les dirigeants Ravwang, Rasset et Rabé Mananzar y ont été enfermés. C'est à partir de l'année 1960 que ce centre a été transformé en centre de réhabilitation pour garçons mineurs. Ce lieu n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de réhabilitation. Les enfants qui y sont détenus jouissent de tous leurs droits. Il y en a parmi ceux qui ont été enfermés ici qui sont devenus officiers militaires actuellement. Pour faire tourner ce centre, les responsables collaborent avec des partenaires. Pour ce jour, la ministre de la Justice est venue y remettre des dents, notamment des cahiers et des stylos, des tenues pour ses enfants, des semences et des arrosoirs. Le ministère a également réhabilité le dortoir. Le centre comprend un lieu de culte et un lieu de divertissement. Les enfants y sont scolarisés et passent les examens officiels. Dans la partie sud de l'île, face aux constructions illégales qui prennent actuellement de l'ampleur dans la ville de Tolanaur, les opérateurs touristiques ont encouragé les habitants à consulter les responsables de la ville. Tolanaur est l'une des villes touristiques de l'île. Sa bonne réputation doit donc être préservée afin d'attirer davantage de touristes, ont-ils déclaré. Mervoul Atzferen. Tolanaur et ses environs font partie des villes réputées comme destinations touristiques. Tolanaur est aussi différente des autres destinations touristiques célèbres comme Nussibé, Sainte-Marie, Murundav et bien d'autres, déclare un opérateur touristique de cette localité. Ce dernier déplore l'existence de nombreuses constructions illégales dans cette ville qui nuisent à l'aspect de la ville, étant donné que Tolanaur est une ville touristique unique. Ainsi, des mesures strictes doivent être prises à l'encontre des auteurs de cette construction. Il exhorte la population, ainsi que tous les responsables gouvernementaux, à toujours maintenir et améliorer l'image de la ville, car c'est notamment son aspect naturel qui rend unique Tolanaur. Il a souligné que les constructions ne sont pas interdites, néanmoins, elles doivent être faites conformément à la loi, avec l'autorisation des autorités municipales. Cet opérateur touristique a également déclaré que de nombreux habitants de Tolanaur ne connaissent que leur ville et ne sont donc peut-être pas conscients de la différence entre cette ville et les autres villes de Madagascar. En ce qui concerne les actualités sportives, la compétition de football dénommée Grand Tournoi d'Antananarive, organisée par la Ligue d'Analamanque, entrera dans la phase finale, notamment les quarts de finale, à partir du samedi 16 décembre. Toutes les phases de groupe sont déjà terminées et les 8 équipes qualifiées pour les quarts sont connues. Aujourd'hui a eu lieu le tirage au sort pour les équipes en lice. Les samedis 16 et dimanche 17 décembre se déroulera ces quarts de finale au stade LGCO Plus Bypass. Anzaraton Arvel nous en dit plus. La compétition Grand Tournoi d'Antananarive a été organisée par la Ligue Analamanque pour préparer la saison à venir et aussi pour sélectionner les joueurs ayant les capacités pour accéder au football pro. Ces équipes ont participé à cette compétition, réparties en 4 groupes. Il y a eu des équipes émergentes, mais également des équipes déjà en Pro League. Le Grand Tournoi d'Antananarive entrera dans la phase finale cette semaine. À cet effet, le tirage au sort des équipes qui s'affronteront en quart de finale a été effectué en toute transparence devant les présidents de ligue et présidents de club aujourd'hui. Le premier match des quarts de finale ce samedi 16 novembre verra l'affrontement entre l'US Pro contre le disciple Espoir à 12h30, suivi du match entre le COSFA et le club disciple OPL. Le dimanche 17 décembre, le premier match opposera le FC Rouge à Jessaya à 12h30. Par la suite, LGCO Plus affrontera le CFFA. Les quarts de finale de ce grand tournoi d'Antananarive se dérouleront au stade LGCO Plus Bypass. Concernant maintenant les actualités internationales, l'intensité de la guerre est visible depuis Israël. L'armée israélienne accentue sa pression dans la bande de Gaza où des raids aériens ont détruit des bâtiments entiers à Khan Younes et fait une dizaine de victimes. De violents combats au sol se poursuivent également. Reportage sur les images de France 24. L'intensité de la guerre visible depuis Israël à plusieurs kilomètres de la bande de Gaza.
L'armée israélienne a de nouveau bombardé le sud de l'enclave palestinienne, particulièrement Khan Younes, nouvel épicentre des combats. Une dizaine de kilomètres plus au nord, à Deir el-Bala, les raids aériens ont détruit des bâtiments entiers et fait des dizaines de victimes. J'étais en train de regarder les informations et soudainement j'ai senti tout s'écrouler sur moi. On s'est précipité dans la rue, on a vu le bâtiment voisin démoli. Il y avait entre 70 et 80 personnes dans le bâtiment. Seuls 6 ont survécu. De violents combats au sol se poursuivent dans toute la bande de Gaza. Ces images de propagande publiées par le djihad islamique permettent d'apercevoir des attaques contre des tanks israéliens. Plus de 100 soldats ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre selon l'armée israélienne. De son côté, le Hamas annonce plus de 18 200 victimes. Dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé les combattants de l'organisation islamiste à déposer les armes. Ces derniers jours, des dizaines de terroristes du Hamas se sont rendus à nos forces. Ils déposent leurs armes et se rendent à nos soldats héroïques. Cela prendra du temps. La guerre est toujours en cours, mais c'est le début de la fin du Hamas. Je dis aux terroristes du Hamas, c'est fini. En réponse, le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait pas d'autres otages vivants sans négociation. Ce lundi, des roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont visé le territoire israélien, faisant un blessé à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv. En visite aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accentue la pression pour que son allié américain débloque des fonds. Tout retard dans l'aide financière à l'Ukraine est un rêve devenu réalité pour le président russe Vladimir Poutine, a-t-il affirmé depuis Washington. France 24. C'est toute l'absurdité de cette affaire en réalité. La représentation nationale américaine voit effectivement le président d'un pays en guerre leur rendre une nouvelle visite et pour le même motif. En clair, on l'a parfaitement compris pour dire au tout-puissant Congrès des États-Unis: la guerre que nous menons là-bas à nos frontières est aussi votre guerre, ne nous laissez pas tomber. Le président d'un pays en guerre est donc un président pour qui le repos n'existe pas, un président pour qui chaque minute compte, puisqu'à chaque minute, un de ses concitoyens tombe au combat là-bas sur les lignes de front de l'Est de l'Ukraine. Alors bien sûr, pour répondre directement à votre question, si Volodymyr Zelensky était à Washington, c'est qu'il pense que sa visite peut avoir un impact, évidemment, mais en réalité, il n'a pas le choix. Si le président ukrainien laisse s'émousser la conviction américaine que la première puissance mondiale doit rester engagée dans cette guerre, alors il condamne son pays à être au mieux amputé de 15% de sa surface et au pire voir défiler les chars russes devant le palais présidentiel ukrainien à Kiev, comme c'était le projet initial de Vladimir Poutine. Mais là où le geste diplomatique réalisé par Volodymyr Zelensky se cogne à une forme d'absurdité, c'est qu'en réalité, l'écrasante majorité des élus de la nation américaine est convaincue que l'Amérique doit rester aux côtés de l'Ukraine sur le plan diplomatique, bien sûr, mais également sur le plan militaire et surtout financier. C'est bien une basse manœuvre de politique intérieure qui bloque le vote de ce budget, sans lequel l'armée ukrainienne ne sera peut-être bientôt à court de cartouches, tout simplement. La prise en otage d'un combat existentiel à pure fin électoraliste, ce sont les mots de Joe Biden. Car ne nous trompons pas, à moins d'un an de la présidentielle, les stratégies des partis en vue d'imposer leur vision réduisent leur action politique à des actions court-termistes, comme ce combat prétendument existentiel, lui aussi, à la frontière sud des États-Unis, où selon les plus conservateurs des républicains, l'identité américaine, je cite, serait menacée par une vague migratoire sans précédent. Je cite encore. En réalité, le problème n'est ni nouveau ni existentiel pour l'Amérique. Joe Biden le sait, l'Amérique pourra construire tous les murs qu'elle veut, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Le sujet de l'immigration aux États-Unis est infiniment plus complexe que la présentation caricaturale qui en est faite par quelques élus ultra-conservateurs. Pour être parfaitement clair, le budget finira par être voté derrière les portes closes du Congrès, les négociations vont bon train et il y aura bien un moment où une concession démocrate fera basculer le vote. Mais pendant ce temps-là, là-bas, en Ukraine, les hommes meurent et la guerre n'en finit pas. La COP28, censée se terminer mardi, semble bien partie pour jouer les prolongations, alors qu'un compromis sur les énergies fossiles est encore loin de se dégager à Dubaï. France 24.
Oui, c'est le compromis, vous l'avez dit, qui a été trouvé pour l'instant. Hier, le président de la COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, a déclaré que des progrès ont été faits, mais qu'il reste encore beaucoup à réaliser. Il a par ailleurs appelé tous les États à faire preuve de la plus grande ambition sur le langage lié aux énergies fossiles, car ce texte provisoire ne fait pas référence à une sortie de ces combustibles. C'est donc plutôt en ce sens une régression selon les ONG par rapport aux versions précédentes. Un texte insuffisant, estiment quant à eux de nombreux États, dont ceux de l'Union européenne ou encore les petits États insulaires. Mais l'Arabie saoudite et d'autres pays exportateurs de pétrole céderont-ils sur ce point? C'est la question que tout le monde se pose ici à Dubaï. On sait ces États qui dépendent économiquement de cette ressource privilégient d'autres options comme l'investissement dans les techniques qui permettent de capturer et de stocker les émissions de CO2 dans le sous-sol. Un mirage technologique, dénonce les ONG. Les négociations vont donc se poursuivre aujourd'hui car le succès de cette COP qui a débuté il y a 2 semaines avec de nombreuses annonces financières repose désormais sur cette mention à la sortie des énergies fossiles. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.